c'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue sur un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je rencontre Cyrielle Mohara qui est à l'origine de l'agence Spectrum qu'elle a lancée à Shanghai il y a à peu près 4 ans. Spectrum est une agence qui originellement était sur l'organisation d'événements corporate, de l'événementiel dans les centres commerciaux, des lancements de produits, ce genre de choses, mais qui, à la demande de ses clients qui étaient principalement chinois, a commencé à les accompagner dans l'organisation de leur mariage, puisque eux aussi rêvaient de mariages sur des plages de sable blanc à Bali ou dans des vignes italiennes. Et Cyrielle a donc commencé à les accompagner là-dessus et organise aujourd'hui plus d'une trentaine d'événements, mariage compris, par an. On parle de son développement, de comment elle a lancé son activité, de comment elle s'organise, mais aussi en tant que solo-entrepreneur, comment elle arrive, elle aussi, à continuer à s'améliorer, à garder une vision et à se remettre en question régulièrement pour pouvoir continuer à se développer, mais aussi chercher un équilibre entre la vie personnelle et la vie de l'entrepreneuse dédiée qu'elle est aujourd'hui. On passe un excellent moment avec Cyrielle, j'espère que vous allez en profiter aussi. Je compte sur vous pour laisser des messages, vous abonner sur iTunes ou sur SoundCloud et surtout de partager cet entretien avec vos entourages sur LinkedIn, sur Facebook ou n'importe quelle autre plateforme. C'est la seule manière pour moi de pouvoir toucher à plus de gens qui pourraient bénéficier de ces expériences, mais aussi de pouvoir ensuite aller inviter d'autres personnes à participer à Backstage Podcast. Je vous laisse en compagnie de Cyrielle et on se retrouve à la fin pour le petit mot. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Backstage Podcast. Alors aujourd'hui, moi je voulais passer un petit peu de temps avec toi. On se connaît depuis quelques années, on a beaucoup échangé sur ce que tu fais avec ton agence donc Spectrum. Et en fait, c'était pour moi hyper intéressant de te donner un petit peu plus la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ont entendu parler ou alors pas du tout de ce que tu fais, de toi. Et ça nous permettait aujourd'hui de passer peut-être un petit peu plus de temps à essayer de comprendre ce que tu faisais en Chine, parce que tu as décidé de toucher des marchés qui sont très intéressants, avec le premier qui est l'organisation des mariages, donc tu es wedding planner. Comme tu me disais à l'instant, tu es certainement la seule française à le faire aujourd'hui à Shanghai au moins. Donc on va commencer tout simplement. Comment tu es arrivé en Chine? Ça fait maintenant quelques années que tu es là, c'est ça? Et puis tu as fait d'autres pays avant, alors raconte-moi un petit peu comment tu es arrivé en Chine. Donc ça fait 8 ans que je suis en Chine, donc 8 ans à Shanghai. Et en fait c'est marrant, c'est vraiment, je pense, beaucoup de personnes étaient dans le même cas. Je suis venue pour faire un stage de 6 mois et j'avais dit, dans une agence événementielle aussi, à Shanghai. Et j'avais dit, on verra bien ce qui se passe, j'ai pas plus de projets que ça. Et en fait, 8 ans plus tard, je suis toujours là et maintenant j'ai ma propre agence d'événementiel et de wedding planning. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as lancé cette agence? Ça va faire 3 ans. D'accord. Comment tu t'es lancé là-dedans? C'est quand même particulier. Donc tu faisais déjà de l'événement avant, c'est ça? Oui. Et puis tu as décidé de monter ta propre agence. Comment tu as identifié les créneaux? Parce qu'aujourd'hui tu es plutôt dans l'organisation de mariage. C'est quelque chose qui t'est paru évident tout de suite ou c'est à la demande des clients? Alors, quand j'ai commencé la boîte, on faisait surtout des corporate events. Ouais. Donc, on travaillait pas mal avec les shopping malls. Tu sais, ils font tout le temps des événements, quasiment chaque mois en fait, pour des lancements de produits ou leurs événements. Et avec d'autres marques, on faisait tout ce qui était gala dinner, pareil, boutique opening, projet de lancement. D'accord. Et en fait, donc ces personnes qui sont souvent le marketing manager, ils vont tous se marier. Et ils nous ont dit, écoute, tu veux pas organiser mon mariage parce que j'adore l'événement que tu as fait pour nous. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé un peu à m'orienter vers les mariages. À leur demande en fait, tu as commencé parce qu'ils avaient besoin d'organiser ça et c'est toi qui as commencé à t'en occuper pour eux. Ouais, et c'est vrai qu'après j'ai vraiment vu un marché en fait quand j'ai commencé un peu à faire des recherches. J'ai pas vu d'autres wedding planners étrangers. Et tous les wedding planners chinois ont un peu le même style, qui est le mariage très à la chinoise. Mais maintenant, les jeunes chinois, ils regardent Instagram, ils regardent Pinterest, ils voient ce qui se passe aux États-Unis, les mariages plus style Western style, c'est ce qu'on dit, et ils veulent le même style en fait. Parce que c'est ça, aujourd'hui tu peux organiser des mariages en Chine, mais aussi tu commences à le faire, tu le fais depuis maintenant un moment,
à Bali, j'ai vu beaucoup, en Europe, Ouais. potentiellement, c'est ça, tu peux les accompagner un peu n'importe où. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des destination weddings. D'accord. Et c'est vraiment un marché qui se développe de plus en plus. Parce que c'est pareil, les jeunes Chinois, ils veulent un mariage un peu plus fun et plus intime. Et donc, ils vont choisir un destination wedding parce qu'ils peuvent avoir moins d'invités et faire quelque chose d'un peu plus relax et plus les mariages où il y a 600 invités et puis on fait que boire. Ou, et c'est plus, du coup, c'est les mariages au bord de la plage, enfin, c'est ce genre de choses. Donc, ce qu'on pourrait voir dans les magazines, c'est ça, en fait, ils sont inspirés de plus en plus parce qu'ils peuvent voir en Instagram ce que tu disais. Et aujourd'hui, alors quelle est la part entre les mariages alors déjà entre les mariages que tu organises pour les Chinois et les étrangers, quelle est la part aujourd'hui? Et puis sur les Chinois, combien finalement quelle est la part entre ceux qui vont faire en Chine et à l'étranger? Alors nos Chinois, c'est vraiment 90% des clients sont chinois. D'accord. C'est ou des locaux, ou de Hong Kong, ou aussi des American Born Chinese. Mais c'est vraiment notre cible. Honnêtement, les étrangers ne se marient pas beaucoup en Chine parce que tu vas retourner chez toi pour faire ton mariage en général. Oui, donc ton village d'origine. Voilà, enfin tu retournes, par exemple si tu es français, tu préféreras te marier en France qu'à Shanghai par exemple. D'accord. Ensuite, au niveau de la part donc on a commencé, on avait beaucoup de mariages à Shanghai, Pékin, Sanya, Nanjing. Mais depuis cette année, en fait, on a de plus en plus de destination wedding, donc Italie, Bali, France. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer, en fait. Le pourcentage, on avait peut-être avant 60%, 40%, maintenant je pense que ça va être le contraire cette année. D'accord. Et alors comment tu opères? Tu opères avec des relais sur place, des gens qui t'accompagnent, parce que tu es basé à Shanghai, donc c'est là où tu vis, tes équipes sont basées ici. Et comment tu vas travailler justement sur des mariages en Italie, par exemple? Tu travailles avec un partenaire local, du coup, j'imagine, c'est ça? Alors, on ne travaille pas avec un partenaire local dans le sens où c'est un autre wedding planner en Italie. Ouais. En fait, on fait toujours la partie style et la partie planning de notre côté. D'accord. C'est aussi pour ça que les clients nous choisissent. Donc ça doit vraiment être contrôlé par notre équipe. Ça doit être en chinois aussi, j'imagine. Voilà, et puis il faut que tout soit en chinois, bien sûr, parce que beaucoup de clients ne parlent pas anglais, donc il faut que tout soit en chinois. Mais tout ce qui est par exemple photographie, vidéographie, le make-up artist, donc tout ça va être des partenaires qui seront sur place. D'accord. Et qu'on va chercher. Mais en fait, j'ai quand même un cahier des charges, tu vois, avec les partenaires avec qui on veut travailler. Et il faut qu'ils remplissent en fait pas mal de critères sur ce cahier des charges. Parce qu'on a quand même un positionnement à maintenir, donc je veux que les vendeurs avec qui on travaille, ils aient le même positionnement que nous. Bien sûr. Parce qu'ils nous représentent, ils représentent notre image quand même. Bien sûr. Et justement, puis eux aussi, ces partenaires ou ces agents locaux ou les photographes, etc., eux n'ont pas l'habitude de travailler avec des Chinois. En plus, donc vous faites toujours l'intermédiaire pour toutes ces choses-là, dans tous les cas. Tout va passer par vous. Bien sûr. Et alors justement, tout à l'heure, on revient sur ce que tu disais par rapport aux malls. Tu disais que les malls organisent beaucoup de choses, et c'est les malls qui viennent te chercher pour ces événements, c'est les centres commerciaux qui viennent te chercher, ou alors vraiment c'est la marque qui fait un lancement de produit ou un événement d'ouverture de boutique. Quel type de client tu peux avoir au niveau corporate aujourd'hui? Donc corporate, on avait des marques. Je dirais les clients avec qui on travaille, c'est plus en fait du lifestyle. Ok. Le type d'événement qu'on va faire aussi, ça va être plus lifestyle. Donc je dis tout le temps, nous on veut faire les événements un peu plus créatifs. En fait, tu as toute cette partie créa. Si c'est pour faire un événement où il faut juste, tu vois, je simplifie, mais juste une scène, un projecteur, bon, on va pas vraiment le faire. D'accord. Pour les malls, en fait, on a commencé à travailler avec Kiri Center au tout début. Et du coup, c'est un petit univers en fait. Tous les marketing managers de chaque mall se connaissent. Donc ils disent j'ai vu l'événement que tu as fait, quelle agence l'a fait, donc ils le recommandent. Et on a travaillé donc avec Joy City, Real Mall, le Hangzhou Kiri aussi. Wow. Et à chaque fois, le mall il peut vous garder ensuite pour plusieurs événements tout au long de l'année, j'imagine. Oui, donc souvent ils font plusieurs événements dans l'année. Bon, Noël et Nouvel An, ça reste quand même leur plus grosse campagne, tu vois, l'année. Mais voilà, souvent en fait on peut pas faire tous les événements non plus parce que honnêtement ils ont des événements toutes les semaines, donc ils ont plusieurs agences avec qui ils travaillent et en fait en fonction aussi de ton agence, tu as certains points forts, ensuite ils savent à qui faire appel. Alors pour toi un événement idéal pour un client idéal, ça ressemble à quoi? Alors quel est
le client que tu veux, quoi, enfin le projet que tu veux? Bon, honnêtement, il n'y a pas d'événement idéal, il n'y a pas de client idéal. Non, mais je pense qu'un client idéal, c'est quelqu'un qui est vraiment créatif et qui comprend. C'est lui qui va avoir le côté créatif, ou finalement il attend ça de toi quand même? Ou alors lui, il faut quand même qu'il se dise, bon, je vous fais confiance. Quel type de cahier des charges? Je sais pas, essaye de m'expliquer un petit peu un événement que tu pourrais avoir à gérer, ou un événement que tu as fait récemment, et un peu m'expliquer ce que tu as fait, le type de rendu, si c'était musical, enfin je sais pas, explique-nous un petit peu. Bon, je dirais le client idéal, alors c'est celui qui te donne carte blanche à budget limité et qui est content à la fin. Ça serait ça le client idéal. Mais non, honnêtement, on a vraiment le fait d'avoir travaillé donc avec des clients individuels, mais aussi des marques, avec des grandes marques, mais aussi par exemple des boîtes un peu plus petites. On a vraiment vu toute une multitude de clients et des attentes différentes et je trouve que c'est assez intéressant. D'accord. Et donc ça peut être l'organisation d'animation, de faire venir peut-être des artistes différents, de créer un engagement en fait avec les clients qui viennent dans ce magasin, par exemple sur un week-end ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'expérience en fait. Donc quand on crée un événement, tu crées une expérience pour le client. Et donc ça inclut tout. En fait, c'est vraiment, il faut que l'organisation soit parfaite, le design, la production, il faut que ça soit un univers cohérent, que tous les artistes, tous les performers soient un univers cohérent. Et c'est ça, c'est vraiment créer une expérience. Aujourd'hui, je travaille pas mal avec des gens qui sont au niveau de la gestion de l'immobilier ou justement autour de tout ce qui peut être retail, donc tout ce qui va être les centres commerciaux et autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment à la bagarre parce que il y a tellement de centres commerciaux à Shanghai, j'ai aucune idée du nom, mais je pense que ça doit être hallucinant. Sans compter ceux qui s'ouvrent en permanence. Je pense qu'il doit y avoir une ouverture, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins tous les mois, il doit y avoir un mall qui ouvre à Shanghai. Et aujourd'hui, ils sont tous à essayer de se positionner différemment, à essayer de faire venir les gens, non seulement dans la semaine, entre 10h et 18h, qui est le moment un peu plus creux parce que la plupart des gens travaillent, mais aussi le soir, parce que si ce centre commercial est proche de bureau de 18h à 22h, c'est pas là où les gens vont aller dîner, par exemple. Et de l'autre côté, les week-ends aussi sont parfois plus difficiles, donc on voit qu'il y a des malls qui se positionnent très famille, enfants, avec une vraie dimension animée, de proposer un maximum d'animation, comme tu disais, tous les week-ends pour les enfants, en leur amenant différentes IP, différents personnages, cartoons. Et aujourd'hui, toi, tu le sens que les malls sont de plus en plus demandants sur ce côté peut-être justement créatif. Est-ce qu'ils arrivent avec des idées ou finalement ils se disent on ne sait plus quoi faire? Dites-nous. Alors c'est vrai que les malls, la concurrence en Chine c'est quand même assez fou. Après ils ont différents positionnements, donc comme tu disais, il y en a qui sont plus orientés famille, il y en a qui sont plus lifestyle ou fashion. Mais c'est vrai qu'en fait ils veulent, maintenant le mall avant c'était ok tu vas là-bas, tu achètes quelque chose en fait. Maintenant ils veulent vraiment créer quelque chose qui soit lifestyle en fait. C'est-à-dire que tu vas dans le mall et puis tu peux tout faire dans ce mall, tu peux non seulement déjeuner, mais tu peux laisser ton enfant qui fait qui va jouer, ou tu peux aller à une exposition d'art, donc c'est plus vraiment en fait un endroit où tu vas passer du temps et avec ta famille. Alors c'est un peu redevenu comme nous on peut avoir en Europe la place du village en fait, où il va y avoir les camps restauration, les marchands, les magasins, une activité exceptionnelle avec un marché une fois de temps en temps, le cinéma, parce que généralement il y a le cinéma qui est dans le centre commercial, ou en tout cas il y a quelque chose qui est lié à l'entertainment, des salles de jeu ou autre. Et donc en effet, eux ils vont avoir besoin des sociétés comme vous en permanence pour travailler sur des nouveaux événements. Aujourd'hui, combien d'événements tu arrives à travailler à peu près en même temps, parce que ça met un temps fou à se préparer, tu dois avoir un calendrier, donc tu dois gérer plusieurs dossiers à la fois, j'imagine forcément. Oui, bien sûr. Tu arrives à en faire à peu près combien, tu as une idée? Par an, en fait l'événementiel et puis mariage c'est quand même assez saisonnal. Donc c'est-à-dire tu as des mois où on va vraiment
pas avoir grand-chose. Enfin, on n'aura pas d'événement en tout cas ce mois-ci. Et ça des mois, ça va être l'horreur. On aura plein de choses. Tout va se passer à peu près en même temps. Voilà. Mes parents, je dirais, on a 30, 35 événements et mariages. Ah oui, c'est énorme, d'accord. Donc oui, c'est énorme. Après, on a des événements qui sont assez gros, comme par exemple l'année dernière, donc on a fait le marché de Noël à Hangzhou, et on a fait aussi leur tree lighting ceremony, on a fait leur marché de Noël pendant un mois, et on a fait ce qu'on appelle la soirée du Nouvel An. D'accord. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un gros événement. Donc par exemple, là j'ai dit, ok, décembre, on prend rien d'autre, ça va être, on se concentre sur ça, parce que c'est vraiment énorme. Et puis voilà, c'était un bon budget, donc on s'est dit non, il faut quand même qu'on se concentre là-dessus. Non, surtout si, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui est compliqué, c'est à la fois, je pense que c'est difficile à pénétrer comme marché, parce que ça peut être très fermé, peut-être beaucoup de malls peuvent avoir des agences un peu où ils connaissent un peu les gens, des amis, donc c'est difficile de pénétrer ces cercles-là, mais en même temps, j'imagine que on n'a pas le droit à l'erreur non plus, parce que c'est justement un petit monde, et que finalement, s'il y a un événement qui se passe mal dans un centre, dans un mall ou dans un centre commercial, ça va vite se savoir de l'autre côté. Donc tu as un peu ce problème-là, j'imagine aussi, c'est pareil côté mariage, c'est que autant il y a 50, 100 invités dans un mariage, il y a plein de clients potentiels en se disant, moi, mon mariage, je vais le faire avec Cyrielle. Et justement, tu arrives à capitaliser au maximum sur un événement et de signer quelque chose par la suite. Ça arrive régulièrement aujourd'hui? Oui. Aussi bien pour les événements que pour les mariages. Beaucoup de choses sont par recommandation. Ici, on vend nos services. Oui. Donc c'est sûr, les gens ils vont te choisir toi parce qu'ils se disent ok, j'ai confiance, ils font du bon boulot, donc c'est super important. Il n'y a que notre image et puis notre qualité de service. Et surtout qu'on se positionne quand même plutôt haut de gamme. Oui. Donc on n'est pas sur... les gens ne vont pas nous choisir parce qu'on est moins cher. Non, ils vont nous choisir parce que je sais que cet événement, ça s'est bien passé. J'étais au mariage de ma meilleure amie, c'était magnifique. Je veux le même en mieux. Et alors, si on revient sur la partie mariage, justement, le fait que tu sois française, le fait que vous ayez vraiment une équipe... Alors c'est même pas simplement au niveau de la langue, mais c'est vraiment biculturel, avec un style, un goût de la décoration qui est complètement différent. Aujourd'hui, c'est un aspect différenciant. Ils veulent un mariage à la française. Ouais. Donc c'est pas vraiment à la française, je dirais. C'est plus. En fait, ils aiment beaucoup le style qu'on a, qui est donc, comme je disais, Western style. En fait, j'appelle Western style parce que c'est ce que tu vois sur Instagram, en fait, les mariages aux États-Unis ou en Europe. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de clients, en fait, c'est marrant parce donc ils vont voir d'autres wedding planners avant. Et en fait, ils me disent, c'est pas du tout le style qu'on veut, ils vont te proposer un truc très à la chinoise, mais nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. D'accord. Et donc, après, ils viennent nous voir et disent, voilà, ok, c'est parfait, c'est vraiment le style qu'on veut. D'accord. Je pense que chacun... donc, le marché du wedding, il est très concurrentiel aussi à Shanghai. Enfin, je pense qu'il y a plus d'agences de wedding planners que d'agences d'event. Ah oui? Ouais. Oh, mais en même temps, c'est un marché énorme. Je regardais un interview que tu as fait pour un cabinet de conseil justement sur les mariages. Un très bon article, je dois dire. Il y a énormément d'informations et donc c'est ce qu'ils expliquent. Il y avait un chiffre que tu disais où le budget des mariages a augmenté 4000 je crois ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était juste énorme. La manière dont les gens allaient dépenser de l'argent pour leur mariage avait complètement évolué aussi. Et c'est vrai que du coup, quand il y a un budget, on va préférer donner les clés du budget à un professionnel ou à une professionnelle qui va être capable d'opérer ça correctement. Et quand il y a les voyages, tu le disais tout à l'heure, tu l'as dit un peu rapidement en disant justement en le faisant un peu loin, ça limite un peu le nombre de personnes qui pourraient venir. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une vague de mariages en Chine, des mariages à la chinoise plus traditionnels, où en fait il pouvait y avoir des centaines de personnes, parce que tu es un peu obligé d'inviter toutes les relations, les guanxi, les oncles et tout ça. Et justement, ça fait partie des filtres qui peuvent être mis maintenant. Bon, alors, pour les mariages, les destination wedding par exemple, ils font quand même encore le mariage en Chine et un destination wedding. Donc tu vois, c'est un peu compromis en fait avec les parents, c'est-à-dire que ok, on fait notre mariage à Bali par exemple, on fait un peu ce qu'on veut. Mais après, on est quand même obligé de faire le mariage chinois traditionnel. Face à tout le monde. Voilà. Et là, ça va plus, à chaque fois, les clients me disent,
Parce qu'en fait, nous, on est avec le couple, tu vois, pas, nos clients, c'est le couple, pas les parents. Ils me disent, en fait, le mariage en Chine, c'est plus pour mes parents, quoi. Nous, c'est plus un dîner, en fait, où tu invites toute la famille. Et alors, justement, maintenant, qui est le commanditaire, en fait, sur des mariages? Par exemple, les gens qui vont venir te voir, toi, est-ce que c'est le couple qui vient acheter tes services, ou est-ce que c'est les parents qui sont organisateurs, qui viennent te voir? Comment ça se passe aujourd'hui au niveau des règles? Pour nous, c'est les couples. D'accord. Parce qu'en général, notre cible, en fait, c'est vraiment des jeunes qui travaillent, qui ont leur propre argent, qui sont un peu plus âgés, je dirais, qui ont la trentaine. Donc, c'est eux qui vont choisir, en fait. Les parents, ils ont quand même leur opinion à dire. Ouais. Souvent, je fais les meetings et puis les parents, ils viennent quand même. Mais c'est quand même les couples, maintenant, avec qui, en fait, on est le plus en contact. Qu'est-ce qui a été le truc le plus fou qu'on t'a demandé à organiser sur un mariage? T'as pas eu une demande un peu folle ou un éléphant, je sais pas. C'est comme les mariages indiens. Un éléphant, c'est normal en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, à Bali, c'est plus facile, tu dis. Non, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette même question la dernière fois et je réfléchissais. En fait, j'ai pas eu de demande vraiment folle. Mais en même temps, je me demande si c'est parce qu'aussi, tu sais, en Chine, tu as quand même pas mal de choses qui sont démesurées. Donc en fait, maintenant, tu te dis oui, c'est normal. D'accord. Mais peut-être pour quelqu'un d'autre, il se dit ah non, mais ça, c'est un truc de fou. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans un mariage chinois en moyenne à l'étranger quand tu l'organises à Bali ou ailleurs? Alors à l'étranger, c'est en général pas plus de 50 personnes. Ok. Et en Chine, c'est en général 100-150 personnes. 50 personnes, ça fait déjà un bon groupe à faire voyager de Shanghai, de différentes zones de Chine à une destination à Bali, plus les hôtels au niveau local. Ok, alors on en sait un petit peu plus sur ce que tu fais, ton métier et ce que fait Spectrum. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile en tant qu'entrepreneuse en te lançant justement dans cette industrie où on vient de le dire, ça marche quand même beaucoup par réseau, il faut se faire un petit peu sa place. Ça a mis du temps pour toi, selon toi, de réussir à te faire ta place, ou tu as eu de la chance? Comment tu vois les choses? Ça prend du temps, oui. Surtout que je dirais, en fait, mon industrie, c'est quand même un peu plus, voilà, l'industrie traditionnelle, c'est pas la start-up. Je reçois un investissement, ça y est. Non, malheureusement. Donc c'est vraiment, ça prend plus de temps et pareil, donc les mariages, ça prend souvent 4 à 6 mois pour planifier. Et c'est surtout beaucoup de bouche à oreille, donc ça prend beaucoup de temps à se développer. Après, j'ai quand même eu de la chance mon copain est entrepreneur, donc c'est vraiment lui qui m'a poussé en fait à monter ma boîte et qui m'a dit mais écoute, il faut que tu te lances, si tu te lances, tu sauras pas non plus. Et c'est vrai que en fait je regrette pas, j'adore ce que je fais. Bon, c'est encore plus de boulot que si je bossais pour quelqu'un. Mais j'adore, je regrette pas du tout. Et puis je fais quelque chose que j'adore. Honnêtement, j'adore créer des nouveaux événements, faire des mariages dans des destinations magnifiques. Et justement, peut-être le premier mariage ou le premier projet que tu as reçu et qui sortait un petit peu de ce que tu croyais pouvoir être capable de faire, tu vois, quand tu démarres, des fois tu reçois ce dossier qui est juste un petit peu trop gros et tu dis, là on change de catégorie. Est-ce que tu as eu ce premier dossier à un moment qui est tombé et tu t'es dit, oulala, premier mariage en dehors de Shanghai, comment je vais faire, en plus à Bali ou en Italie t'as eu ce projet-là assez tôt ou comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais en mode panique totale? Alors j'irai plus pour les événements parce que du coup, comme j'ai commencé par les événements et j'ai fait comme des gros événements avec des grosses marques, soit des grosses marques, les malls, je pense que c'était plutôt ça. Mais le gros événement, je pense que c'était le marché de Noël qu'on avait fait pour Kiri. Oui. C'était vraiment un gros projet. C'était 2-3 ans déjà. Il y a 2 ans, 2 ans, ouais. Oui. Et donc ça, c'était vraiment un gros projet qui demandait beaucoup de ressources, beaucoup d'investissement en temps. Mais c'est comme tout, tu vois, j'ai appris au fur et à mesure. T'as pas de textbook qui te dit, faut faire ça comme ça. Non, tu apprends au fur et à mesure, tu fais des erreurs. Ok, je sais que la prochaine fois, je ne ferai plus la même erreur. Et c'est comme ça que j'ai un peu tout appris. Et c'est pareil pour les mariages. Les mariages, t'as pas de... tu sais, j'ai eu une certification quand même, parce que je voulais quand même apprendre. Mais t'apprends sur le tas, en fait. Je savais pas qu'il y avait une certification de wedding planner.
Tu as une certification de wedding planner qui vient des États-Unis, parce que là-bas ils sont très, tu vois, wedding planner, voilà. Et non, mais honnêtement, c'est un vrai métier, mais tu es quand même obligé d'apprendre sur le tas. Tu as beaucoup de choses qui viennent par l'expérience et que tu peux pas prendre un shortcut et ça y est, non, ça vient par l'expérience. Et alors justement, comment tu fais pour t'entourer aujourd'hui, pour recruter en Chine? Est-ce que c'est quelque chose où déjà tu arrives à trouver des gens qui ont un peu d'expérience dans ce domaine-là? Tu apportes quelque chose de tellement nouveau en fait par rapport à ce qui est traditionnel ici? Comment tu arrives à recruter? Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une personne que tu vas rencontrer, que tu vas vouloir recruter, pardon? Donc les personnes que je recrute, honnêtement c'est des jeunes, on est toutes des filles, enfin notre équipe c'est toutes des filles, on est assez jeunes. Je regarde pas vraiment l'expérience parce que je pense que si quelqu'un est, tu vois, qui veut apprendre, qui est un peu intelligent, il va apprendre très vite. C'est pas un métier très compliqué, mais il faut quand même avoir certaines qualités, je dirais. Il faut être très détaillé, il faut être créatif, et puis il faut vraiment aimer ce que tu fais. Je pense que si tu n'aimes pas les mariages, si tu n'aimes pas les événements, tu peux pas durer. Tu vas peut-être faire ça 1 an et après tu en auras marre. Parce que c'est très fatigant et ça prend beaucoup de temps. Tu dois aussi certainement gérer par exemple, j'imagine pour les mariés, de gérer le stress justement des mariés. Il y a toujours un truc qui ne va pas, j'imagine. La panique le jour du mariage. Et ils se tournent vers toi aussi là-dessus, ou ton équipe? En fait, le wedding planner, j'ai tout le temps, nous on fait tout. Je fais même styliste. J'avais une fois un couple, donc c'était quand on avait fait un mariage à Paris. Ils m'avaient dit, donc ils font leur pre-wedding shoot. Donc tu sais, c'est quand ils font des photos sur la plage avant le mariage. Ils m'avaient dit, qu'est-ce que je porte? Et donc, il fallait en fait que je leur dise. Ils m'envoyaient des photos de leur, tu vois, de leurs vêtements. Est-ce que ça va pour la plage? Je disais, ok, ça, non. Donc, je disais, en fait, on fait vraiment tout. On est là pour conseiller, on est wedding planner, on est fashion styliste. Assistant personnel pendant quelques jours, le temps du mariage, quoi. Ils vont se tourner vers toi pour tous les petits trucs. Alors, en préparant cette interview, en fait, j'ai vu qu'on parle beaucoup de Bali, mais j'ai vu que tu as passé pas mal de temps aussi en Indonésie, c'est ça? Tu avais déjà lancé une petite marque d'accessoires, je crois, qui a d'ailleurs bonne presse. En fait, j'ai trouvé beaucoup d'articles où on parlait de toi et des bijoux que tu avais lancés. Donc, ça n'a pas marché. Mais je me suis dit, alors pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait donc je suis venue à Shanghai et après c'est vrai que j'ai pas mal voyagé, donc après mon stage on va dire que j'ai donc tu es venue à Shanghai pour tes études. Voilà c'est ça, et puis tu es restée, ce que tu disais tout à l'heure. Donc je suis restée et en fait j'ai quand même après pas mal voyagé en Asie et c'est vrai que j'étais donc à Bali et je suis restée peut-être 1 an, voyager pas mal entre Shanghai et Bali. D'accord. Et en fait donc là-bas ils sont très doués pour tout ce qui est objets faits à la main, artisanat et les bijoux en argent notamment. D'accord. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'adore créer aussi mes propres bijoux. Enfin j'ai toujours été un peu dans cet esprit créatif. Et donc j'ai créé ma propre marque de bijoux. Mais je pense, donc ça n'a pas marché. Faut passer par là. Voilà, ça a marché à un moment on va dire, mais au final je me suis dit non, ça fait pas assez d'argent, ça n'allait pas. Et c'est vrai que quand je regarde la fois passée, je me suis dit, j'étais vraiment quand même jeune, il y avait pas mal de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais honnêtement, tant mieux parce que ça m'a tellement appris. Mais oui, non, c'est sûr. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma façon de communiquer avec des partenaires en France, parce que donc, je voulais les vendre en France, je les vendais en France. Et beaucoup d'erreurs avec des partenaires qui étaient plus âgés que moi et que je pensais qu'il y avait plus de... Tu vois, qui était plus, plus wise, plus mûr, et en fait, non. Et donc, je pense que mon positionnement n'était pas super clair, tu vois, c'était un peu, j'essayais de faire un peu ce que je peux, et puis... Mais tu vois, pour moi, c'était très intéressant de découvrir ça, parce que, en fait, ça explique, disons que ça explique un petit peu mieux la personnalité que j'ai découvert en rencontrant au début, que nous on se connaît depuis, ce qu'on disait tout à l'heure, depuis 2 ans, 2-3 ans peut-être. Et c'est vrai que tu es une entrepreneuse qui est motivée, qui est dédiée.
je pense que ça doit être très difficile de réussir à te parler d'autre chose que de ton boulot. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, à Shanghai en tout cas. T'es obsédé avec ton boulot. T'es obsédé, t'as envie de mieux faire, t'as envie d'apprendre. Donc toutes les rencontres que tu vas faire, elles sont aussi un peu liées à tout ça. Et justement, en fait, je me dis, sans savoir exactement, je pense que tu es relativement jeune. Et je me dis, mais ça vient d'où en fait cette énergie, quoi. Et je vois que voilà, en ayant découvert ça, je connais aussi ton copain, donc je comprends mieux l'environnement qui te pousse en fait à toujours vouloir t'améliorer et vouloir aller encore un peu plus loin. Aujourd'hui, vers qui tu te tournes en fait parce qu'il y a des jours, tu dois avoir des choses où tu sais plus vers qui te tourner, tu vois, il y a des fois des questions, des problématiques ou des challenges qui sont parfois peut-être un peu plus grands que toi, tu vois, et en tout cas c'est le métier, enfin c'est la vie de l'entrepreneur, tout le temps tu vas rencontrer des choses, etc. Vers qui tu te tournes aujourd'hui? Qui c'est qui t'aide le plus? Mon copain. Ok. Donc, honnêtement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de l'avoir rencontré, qui est beaucoup plus d'expérience que moi, qui soit plus âgé. C'est vraiment lui, à chaque fois que j'ai quelque chose qui ne va pas dans le business, je me tourne vers lui. À chaque fois, je me dis, mais comment il peut tout savoir, pas tout savoir, mais qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi, et que souvent, en fait, il est passé par les mêmes problématiques. Ouais. Et je pense que ça aide beaucoup. Enfin, quand tu es entrepreneur, tu es quand même très seul. Tu vois, tu sais pas des fois vers qui te tourner et puis des fois, tu n'as pas aussi envie de parler de tes problèmes, tu vois, d'autres personnes qui disent, j'ai pas envie de saouler tout le monde avec mes problèmes de business. Mais tu sais, ça c'est un sujet qu'on a abordé dans un épisode précédent, je crois que c'était avec Thomas Chabrière, celui qui fait les sidecars, qui ne connaît pas Thomas, mais et en fait c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'à Shanghai c'est un peu ce complexe de tout va bien, tout le monde réussit, et il n'y a pas vraiment de safe zone, tu vois, de cercle un peu à huis clos où justement tu vas dire bah non en fait les gars ça va pas du tout en ce moment, j'y arrive pas, j'ai un problème avec mes équipes ou un problème de management ou je sais pas quoi, tu vois, et je crois qu'il n'y a pas vraiment de cercle où tu puisses vraiment partager comme tu dis en disant bah non, tu vois, quand tu vas pas forcément les partager tes problèmes comme ça, et tu te tournes vers des associations, il y a la ruche à Shanghai, je crois que tu as peut-être fait partie de IO pendant un petit moment, ou la partie accélérateur. Ouais, IO, dans la partie accélérateur. Et tu fais partie d'autres groupes comme ça aujourd'hui qui t'aident, ou finalement tu n'as pas le temps et tu es dans ton boulot? Donc je faisais partie de IO et en fait c'est un peu ce que tu dis, donc normalement c'est une safe zone où tu peux justement dire un peu aux autres entrepreneurs ce qui t'arrive, et souvent en fait on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Oui, c'est sûr. Quel que soit le métier, la taille. Quel que soit le métier, quelle que soit l'industrie, en fait tu te rends compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Et c'est aussi, c'était réunion, un petit comité, et en fait tu juges pas l'autre personne. Mais sinon, là j'ai pas vraiment d'autres associations auxquelles je fais partie. Parce que je pense justement, j'ai vraiment la chance d'avoir mon copain qui me soutient beaucoup. Et pareil, qui va pas me juger si je lui dis j'ai tel et tel problème. Ou des fois, je pense que ça nous est tous arrivé qu'il y a des jours où on se dit c'est bon, j'arrête, ça me saoule. Ça t'arrive encore beaucoup? Des fois, moins qu'avant. Ouais. Moins qu'avant, parce que je me dis quand même que oui, il y a des jours où ça va pas, mais j'ai quand même beaucoup de la chance, tu vois, d'être à Shanghai, de faire ce que j'aime. La boîte se développe quand même pas mal. Donc, je veux dire, j'ai quand même de la chance. Je réfléchis après, je dis non, c'est bon, je vais pas me plaindre. Ça pourrait être pire. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as eu cette petite expérience dans l'agence d'événementiel déjà? Tu as eu d'autres expériences corporelles où tu as travaillé pour d'autres gens avant? Parce qu'en fait, je rencontre finalement beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais travaillé pour personne, en fait. Vraiment, tu vois. Toi, tu as fait d'autres petits boulots. Qu'est-ce que tu as pu faire? Alors, j'ai travaillé dans d'autres agences événementielles avant. D'accord. Donc, c'est pour ça que, tu vois, du coup, après les bijoux, je me suis dit, je vais retourner à l'event, c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime, en fait, au final. Mais j'ai pas vraiment, c'est vrai que je pense que mon parcours est assez atypique quand même. J'ai pas vraiment d'expérience, tu vois, par exemple, je fais pas 2 ans dans la même boîte. Et je me suis un peu juste lancée comme ça. Mais si tu avais si tu as eu
avec ton entourage, quelqu'un qui t'a dit mais vas-y, fonce, de toute façon, on trouvera bien une solution, tu vois, c'est pas très grave, lance-toi, c'est quelque chose que tu as envie de faire, et ça je trouve que c'est très important. On est aussi, en parlant de Shanghai, moi je rencontre beaucoup de gens qui travaillent parce qu'ils doivent travailler, ils ont une famille à supporter, ils sont venus avec une expatriation et pourtant ils ont cette envie entrepreneuriale. Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas tout risquer en fait, ils ne peuvent pas tout mettre comme ça sur la table et ils n'ont pas souvent un environnement qui leur dit mais vas-y c'est pas grave, enfin tente et puis on trouvera bien une solution. Si tu as 2 enfants à charge, un mari ou une femme, des conditions avec les assurances, etc. qui vont bien, c'est beaucoup plus difficile de passer le temps. Ça, c'est bien sûr. Et du coup, je voulais savoir, parce qu'on parle justement, tu t'es lancé, et avec le recul, quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne en fait quand tu as démarré? Peut-être un conseil que maintenant, avec le recul, tu te dis, bon ben maintenant, si je rencontre quelqu'un qui veut se lancer lundi prochain, il veut lancer sa boîte, moi c'est quelque chose qu'on m'a pas dit et que j'ai appris dans la douleur peut-être, tu vois, ou un peu trop tard, et j'aurais aimé qu'on me dise en démarrant, quand tu t'es lancé en Chine, tu vois. Je réfléchis. Il y a tellement de choses en fait. Il y en a pas mal. Non, honnêtement, je pense que ça rien remplace l'expérience. Ok. C'est que quand tu commences en tant qu'entrepreneur, tu as quand même cette vision idéale du business idéal, de je serai le boss idéal. Ouais. Mais si tu n'as pas d'expérience, tu vois, il faut que tu apprennes en fait de tes erreurs. Rien ne va remplacer. Et tu vois, j'ai étudié dans une business school, alors on te dit oui, mais en fait on ne t'a jamais formé à être entrepreneur et à tout ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est vrai que les entrepreneurs, en fait, leur vie, c'est ta boîte. Ah, c'est sûr, il n'y a plus de séparation. Et il n'y a plus de séparation, mais c'est vrai que des fois, il faut quand même arriver à séparer les deux. Ouais. Tu y arrives? Non. Non, ça c'est la partie la plus compliquée, c'est de réussir à décrocher, réussir donc en plus, comme tu disais, toi aussi tu es en couple avec un entrepreneur, donc c'est pareil, vous êtes tous à 200%, en tout cas c'est comme ça qu'on voit beaucoup les choses. Donc oui, tu disais que tu avais fait une business school. Est-ce que au-delà de l'expérience, alors je comprends tout à fait, on peut revenir sur l'expérience, qui est le fait de dire il n'y a personne qui peut te remplacer le fait qu'il faut que tu aies passé la première année pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir fait une première année avec des doutes, des difficultés, le gros dossier qui tombe que tu ne sais même pas si tu vas pouvoir gérer, etc. Et puis après, chaque année, c'est une expérience de plus. Et finalement, moi je me rappellerai toujours, j'avais fait un speech pour une école et en fait un jour on m'avait demandé, tiens, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école ou qu'est-ce que tu nous recommandes de vraiment, tu vois, étudier maintenant qu'on a la possibilité de le faire, même si c'est boring à souhait aujourd'hui quand on a l'école. Qu'est-ce que toi tu regrettes de ne pas avoir peut-être potassé un petit peu plus à l'école? Ouais. Quelque chose que tu utilises aujourd'hui Finance. Ouais, non mais... Les cours de finance, je déteste ça. Honnêtement, je pense que la finance compta, c'est ce qui me sert le plus de l'école. Mais après, les autres choses, par exemple, tu as des cours de management, mais honnêtement, quand tu lis ta théorie et que tu as la personne en face de toi, c'est très différent. Je pense que le management, c'est quelque chose qui est très dur à apprendre. Pareil, il faut que tu l'expériences. Tu as différents cas de figure, tu as différentes personnes en face de toi qui vont réagir différemment. Ici, tu as une équipe qui est biculturelle? Tu as des étrangers et des Chinois avec toi Alors, j'ai juste une Française, les autres sont des Chinois. D'accord. Donc ça aussi, manager une équipe quand tu as 2 nationalités, 2 cultures différentes dans la même équipe, le message en tant que boss que tu vas faire passer n'est pas du tout le même pour des petites Chinoises et des petites Françaises de l'autre côté qui vont attendre quelque chose de complètement différent de l'entrepreneuse, directrice, dure, qui sait exactement où elle va, qui sait prendre les bonnes décisions. Ça, c'est toujours la partie la plus compliquée. Tes parents, ils comprennent ce que tu fais aujourd'hui, ils comprennent bien pourquoi tu es là et comment tu le fais. Qu'est-ce qu'ils croient que tu fais? Donc ils savent ce que je fais, bien sûr, parce qu'ils regardent un peu tout le temps ce que je poste. Bien sûr.
plus, maintenant, ils sont mis à WeChat, donc ils regardent tous mes mauvais. Non, mais ils comprennent et honnêtement, ils disent c'est magnifique ce que tu fais, ils sont fiers de moi. Je pense au tout début, quand je suis arrivée en Chine et après mon stage, ils s'attendaient un peu, tu vois, parce que je bosse pour une multinationale. Voilà. Bah, tu as fait peut-être les études aussi. Toi, en fait, le cursus va leur donner une idée où, tiens, elle va faire des études à l'étranger, se renforcer, puis après, elle va aller travailler dans un cursus normal, en tout cas pas lancer sa boîte. Oui, je pense qu'ils ne s'attendaient pas trop à ça. Et donc au début, c'était plus pour les bijoux, ils se disaient « Oh, mais qu'est-ce que tu fais, t'es sûr, quand même, trouve un boulot. Mais après, en fait, ils m'ont quand même laissé faire. Enfin, ils savent bien que j'ai quand même la tête sur les épaules, que je ne fais pas non plus n'importe quoi. Et là, c'est vrai que maintenant, la boîte que j'ai, enfin Spectrum, c'est quand même bien développé. Et ils voient que, ok, oui, maintenant, c'est quand même, ça commence à prendre forme. Ça commence à être vraiment sérieux, que c'est quelque chose que je vois sur du long terme. Enfin, tu vois, j'ai quand même toute une vision qui est planifiée maintenant pour Spectrum. Et je me dis, ah oui, c'est vraiment quelque chose que je peux développer. Et que je peux, en fait, en faire une marque. Ouais. C'est vraiment ça, en fait, l'objectif. C'est que créer une marque qui soit spécialisée dans le luxury wedding lifestyle. Comment tu as réussi est-ce que tu as réussi à dissocier le nom, enfin Spectrum, l'agence, et Cyrielle de l'autre côté? Est-ce que les gens, ils commencent à acheter des prestations à Spectrum, ou est-ce que toujours ils vont solliciter Cyrielle? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Non, mais c'est une bonne question parce que justement, je discutais ça avec une amie l'autre jour, et c'est vrai que pour l'instant, c'est toujours Cyrielle. Ouais. Surtout pour les mariages, je dirais, parce que les mariages, c'est tellement personnel en fait. Tu passes des heures à discuter avec souvent la mariée. Tu vois, ils te confient des fois des trucs personnels. Et puis, tu ne peux pas le déléguer, ça. Tu vois, ça me paraît difficile aujourd'hui de le donner à ta collègue, ce genre de choses. Même si c'est ce que tu aimerais faire un jour, j'imagine. Donc après, l'objectif pour un business, c'est quand même, il faut que ça soit scalable. Oui. Donc c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je veux grossir, si je veux avoir des équipes plus importantes, si je veux faire plus de chiffres, avoir plus de projets, je serai obligée de déléguer. Tu vois, quand on a 2 mariages dans le même jour, je ne peux pas me diviser. Donc je pense que c'est quelque chose qui va venir naturellement. Mais pour l'instant, ça ne me dérange pas, tu vois, de m'occuper encore, enfin de planifier un peu tout. D'accord. Parce que je pense que c'est quand même important. Je suis quand même encore dans le stade où je me développe et il faut être sûr que tout soit, tu vois, de qualité, que ça soit vraiment ce que je veux, ce que le client tu as un standard qui, comme tu disais, tu es volontairement un peu plus premium, donc ça va dans le détail, dans la qualité, et les gens qui veulent travailler finalement avec Spectrum, ils attendent à ce que Cyrielle soit là. Donc ça c'est clair. Et alors justement, tu disais que tu avais une vision relativement claire aujourd'hui de là où tu voulais aller. Si on se reparle dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'on se raconte, tu seras où? Si on se reparle dans 2 ans, donc j'aurai toujours Spectrum, mais on aura bien évolué. Ouais. Je serai toujours à Shanghai, mais je vois en fait pour agrandir en fait la marque plus en Asie. Okay. Et notamment Bali, en fait, créer une base à Bali, qui va nous permettre d'avoir plus de clients. Et c'est vraiment développer la partie mariage, plus nous spécialiser en étant, si on veut, le premium wedding planner, c'est Spectrum qu'on va chercher. Et vraiment qu'on soit, tu vois, en Asie du Sud-Est, en Asie, oui, qu'on soit un des leaders, je dirais, sur ce marché. Oui. D'accord. Et donc aujourd'hui, tes clients viennent spécialement de Chine. Et est-ce que demain, tu as vocation à essayer justement de les attirer d'ailleurs? Est-ce que tu as des gens qui ne sont pas de Chine, pas de Shanghai et qui vont quand même te solliciter? Et c'est peut-être plus que ce que tu veux dire avec l'agence réceptive du coup à Bali, qui est dire vous voulez votre mariage à Bali, on est là et peu importe d'où vous venez finalement. Ce serait ça en fait? Alors je pense que mon marché sera toujours les Chinois. D'accord. Parce que ça reste un marché important. Oui, bien sûr. Et aussi du fait par mon positionnement, j'ai un positionnement beaucoup plus clair avec les Chinois et honnêtement ils adorent. Que ce soit le French Wedding Planner,
les parents, des fois, ils disent à leurs invités, ah, c'est de la wedding planner, elle est française. Tu vois, c'est juste un petit truc qu'ils aiment bien dire à leurs amis. Donc, je pense que ça sera quand même toujours les Chinois. Puis le fait que, du coup, on soit bilingue, tu vois, c'est vraiment un marché que je comprends un peu mieux parce que ça fait quand même quelques années que je suis là. Mais après, oui, à Bali, pour justement peut-être avoir Hong Kong, Singapour. En fait, ce sont des Chinois qui vivent à Singapour, à Hong Kong ou Malaisie. Ce serait plus aussi pour avoir ça. Donc, c'est pas seulement les Chinois qui sont basés en Chine, en fait. Ouais, mais c'est ça, tu continues à viser la diaspora, les Chinois dans tous les cas. Ça a du sens. Est-ce qu'il y a eu des moments où, parce que dans l'événementiel, tu pourrais tout faire, d'accord, techniquement. Et est-ce qu'il y a eu des moments où on t'a proposé, où on t'a demandé un type d'événement et tu as presque failli dire oui et tu t'es dit non, c'est pas mon créneau, il faut que je me ressente. Tu vois, si on te demande d'organiser une course de voiture, c'est pas ton domaine, j'imagine. Ouais. Et tu as eu des demandes comme ça, des fois c'était difficile de dire non, on va pas le faire. J'ai eu des demandes comme ça. Donc au début, c'est vrai qu'au tout début quand j'ai commencé, c'était un peu... Tu sais, au début, quand tu commences, t'as pas de projet, tu veux pas dire non, en tout cas. Tu te dis, bon, ok, ça peut m'emmener d'autres opportunités. Mais c'est vrai que plus récemment, maintenant qu'on commence à avoir des beaux projets, maintenant je dis non. Ouais. À certaines choses, je dis non, on ne peut pas le faire, ou le budget ne va pas, ou non, c'est pas vraiment, on ne veut pas vraiment le faire non plus. D'accord. Et au-delà du mariage et du corpo, enfin des balls, etc., est-ce qu'il y a un type d'activité que tu aimerais pouvoir rajouter? Ça peut être une sorte de niveau de plus, un layer de plus à tes services qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire parce que c'est une problématique de taille, ou de financement ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu envisages de développer? Donc c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup me spécialiser dans le luxe, enfin c'est aussi comme ce que j'ai étudié, tu vois, l'univers du luxe. Mais il y a plein de personnes qui m'ont dit non, mais c'est pas les événements pour le luxe, ils ne payent pas de toute façon. Bon, c'est clair. Pas de regret. Mais c'est vrai que en fait c'est plus. Je pense qu'on a quand même un avantage pour les marques de luxe, c'est qu'en fait les mariages doivent être super détaillés, encore plus que les événements. Tu vois, c'est vraiment tout détaillé. Et je pense que c'est quelque chose que les marques de luxe apprécient beaucoup parce qu'ils sont aussi justement dans le détail. Pour moi, les détails, c'est le vrai luxe, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, on a fait quelques marques, mais pas, tu vois, les marques de luxe. J'aimerais Chanel, Hermès. Et c'est vrai que c'est un niveau qui est un peu plus dur à approcher, je dirais. Donc bon. D'accord. Donc du coup, on fait, tu vois, les mariages plus luxueux, je dirais. Donc là, par exemple, c'est notre positionnement qui est très clair. Et là, c'est vrai que les clients nous font confiance, alors que souvent les marques de luxe, si tu n'es pas une agence avec qui tu as travaillé, ou si tu n'as pas 10 ans d'expérience, soit ils ont un peu plus de mal c'est ce qu'on à faire disait confiance. Tout au début, c'est que le problème, en fait, c'est que la personne dans la marque de luxe, le responsable marketing, ou peu importe, qui va te faire confiance, en fait, il met son nom, c'est lui qui a validé le choix de travailler avec telle ou telle agence, donc si ça se passe mal, c'est lui aussi qui risque sa place ou qui risque des choses. Donc, en plus, en Chine, on sait aussi comment ça se passe, c'est que les gens aiment beaucoup se protéger, donc ils vont travailler que dans un certain environnement où ils sont sûrs que ça va se dérouler sans aucun problème. Alors, donc on a vu que si on se reparlait dans 2-3 ans, on aurait sûrement une agence à Bali, donc on fera peut-être ce second interview là-bas. Ça serait mieux. Hein. Ça serait pas mal. On a la chance quand même de pouvoir y aller assez régulièrement. Donc voilà, cette agence à Bali potentiellement, un vrai focus, une montée de niveau toujours sur les mariages pour les clients chinois. Tu penses que ton équipe va devoir évoluer? Est-ce que c'est le type de métier où tu es obligé d'avoir un vrai nombre de personnes en fait? Il y a beaucoup d'agences où, on va parler dans la communication ou autre, il te faut, plus tu grossis, plus il te faut des gens. Et comment ça se passe dans ton métier? Est-ce que tu travailles plutôt avec un noyau dur et plein de partenaires? Comment ça fonctionne? Donc on a un noyau dur qui est notre équipe, mais on a aussi bien sûr d'autres partenaires. Parce que tu peux pas non plus tout faire. Non. Mais c'est vrai qu'en fait, l'event industry, c'est quelque chose tu as besoin de main d'œuvre en fait. Bien sûr, c'est ça. Donc ça devient très dur au bout d'un moment. Une personne qui doit avoir, je
sais pas, 3-4 projets en même temps. Tu vois, le jour J, elle peut être disponible que sur un projet. Donc je pense que c'est ça que beaucoup de compagnies, enfin d'agences événementielles, en fait, elles sont obligées au bout d'un moment d'avoir plus de staff. Parce que c'est ça en fait, tu peux pas, tu as quand même une capacité limite. Même si tu es super intelligent, enfin le meilleur en organisation. Tu es obligé d'avoir un certain nombre de gens en interne. Mais du coup, alors on touche un autre point, c'est que sur tous tes événements, tu es obligé de faire appel à des gens, des extras à la journée, j'imagine, ou ce genre de choses. Est-ce que finalement, ça c'est le genre de question qui revient régulièrement aussi auprès des entrepreneurs que j'accompagne, où ils me disent mais comment on fait pour trouver des freelancers, etc. Toi, tu finalement, tu as une armée aujourd'hui de freelancers auxquels tu as accès. C'est facile pour toi de les trouver, de les engager, etc. Donc j'ai pas mal de freelancers avec qui j'ai bossé et puis dans mes contacts. Alors les freelancers, donc souvent ça va être des recommandations, donc pareil. Ou alors ce sont des gens avec qui j'ai travaillé en fait avant et j'ai vu un peu comment ils travaillent dans les événements, donc je vais les embaucher. Il y a eu des mauvais, il y a eu des très bons. Donc je pense que c'est un peu comme tout et des fois c'est pareil, enfin un freelancer, comment tu peux savoir si par exemple c'est quelqu'un qui a été recommandé, comment tu peux vraiment savoir s'il est bon. Donc j'ai eu des expériences, j'étais pas vraiment satisfaite, il y en a d'autres qui étaient très très bien. Bien sûr. Mais c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'expérience qui va faire la différence. Voilà, donc après je sais, ok, ce freelancer, j'ai bossé avec lui sur un projet, ça n'a pas marché, je le réutiliserai pas. Cet autre freelancer, j'ai bossé avec lui sur un projet, j'étais vraiment super contente, je rebosserai avec lui. Et c'est comme ça, c'est au fur et à mesure en fait que tu construis un peu ta base de données. C'est comme tout, c'est pareil pour les partenaires. Bien sûr. Il y a des partenaires avec qui j'ai bossé au tout début, catastrophe. Et je me suis dit non, plus jamais, parce que tous ces partenaires, ces freelancers, ils te représentent. Tu vois, si quelque chose ne va pas avec le son et lumière, ils vont pas aller voir le mec du son et lumière, ils vont te voir toi, ils vont te dire mais qu'est-ce qu'il y a eu là? Tout à fait. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. On comprend mieux un peu cette industrie. On imagine qu'il doit y avoir un potentiel de fou parce qu'on voit à quel point le mariage est important en Chine. Donc, j'imagine que tu as un bel avenir. Si tu t'accroches bien et que tu continues. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Un truc qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas abordé, c'est une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, pas vraiment. Je pense qu'on a quand même abordé pas mal de choses. Ouais, peut-être. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais plus c'est un sujet aussi où je discute souvent avec mes amis entrepreneurs. C'est comment séparer un peu, tu vois, ton entrepreneuriat et puis la vie à côté. Ça, c'est un peu le problème qu'on a tous. Si tu as la réponse, moi je suis preneur. Non, je pense que ça. J'ai pas de réponse. Tu sais, moi c'est ce que je dis tout le temps. À Shanghai, on n'est pas là pour le climat, même si c'est particulièrement très beau ces jours-ci. On n'est pas là pour le climat, on est là pour le boulot, je pense. Qu'il y a un vrai mélange entre les amis, les clients qui deviennent des amis, les amis qui deviennent des clients ou qui recommandent quelque chose. Comme tu le disais, tout est basé sur de la recommandation. Donc, l'ami que tu vas être potentiellement un provider de service pour un ami de ton ami, tu vois. Et donc, on est toujours un peu dans ce mélange qui du coup est très compliqué, j'imagine. Et je pense que la part des choses, moi aussi étant marié à une entrepreneuse, comme on dit, en fait, des fois, il faudrait qu'on arrive à faire des déjeuners qui ne sont pas des board meetings, parce que c'est ça, en fait, en plus on partage une grosse partie de la société ensemble, donc c'est ça, c'est de réussir à faire la part des choses. Mais bon, je pense que, comme tu disais pour toi, quand les choses vont plutôt bien, tu vois, là aujourd'hui, tu sens que tu es dans une bonne direction, tu sens qu'il y a un peu plus le vent dans le dos, aujourd'hui, tu arrives à obtenir tes clients régulièrement, on vient à toi, parce que je pense que c'est un métier où les gens viennent à toi plus que toi qui vas les démarcher, tu vois, ça me paraît très difficile pour toi, à part faire tous les salons de mariage d'Asie. Je sais pas si c'est ta stratégie, d'ailleurs, tu veux les salons du mariage? Non, voilà. Donc, c'est vraiment au bouche à oreille. Et non, séparer, je pense qu'il faut en faire des sujets complets, séparer la pro et un autre sujet que tu peux faire en Chine, c'est le WeChat. Parce que tous nos clients sont sur WeChat. Comment tu réagis quand le client
tu vois, t'envoies un message sur WeChat à minuit, genre, et qu'il attend une réponse immédiate. Ah oui, c'est parce que du coup, parce que j'imagine que par exemple la personne qui s'est mariée file ça à sa cousine et la cousine elle t'envoie un message, le message il tombe à n'importe quelle heure. Je pourrais créer un chatbot en fait, quelque chose qui soit automatique. Je pense que c'est, en plus pour moi pour les mariages c'est un peu particulier parce que la plupart des couples, comme ils travaillent, ils peuvent me rencontrer ou le soir ou les week-ends. Donc tu vois, c'est encore même plus difficile pour moi de partager, de dire ok, je veux garder mon week-end. Non, parce qu'en fait c'est les seuls jours qu'ils ont disponibles pour que je les rencontre. Parce que la semaine ils sont pas dispo. Et alors du coup, est-ce que tu arrives à te dire le lundi matin ou le mardi après-midi c'est pour moi et je fais autre chose? Parce que techniquement c'est ce que tu pourrais faire, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je devrais faire d'ailleurs, mais plus pas pour moi, mais plus en fait je veux me prendre une journée pour me dire en fait je travaille pas dans mon business mais je travaille autour de mon business, c'est-à-dire quelle est la vision, la stratégie, parce que souvent j'ai tendance à être trop en fait dans l'opérationnel. T'as pas le temps mais en tant qu'entrepreneur il faut quand même que tu vois ce qui se passe autour, il ne faut pas que tu aies la tête dans ton business tout le temps. Et plus en fait me prendre une journée par semaine, enfin peut-être pas par semaine, peut-être une journée par mois pour redéfinir ma stratégie, parce que c'est quelque chose qui change tout le temps. Enfin, ta stratégie va changer en fonction et surtout en Chine, ça évolue relativement vite. Voilà, tu fais ton business plan, mais en fait ton business plan tu peux le changer dans 6 mois, tu vas changer des choses. Tu arrives à suivre quelque chose qui soit très académique, c'est-à-dire justement d'avoir un vrai business plan écrit avec un budget, ou est-ce que c'est tant que tout va bien, tout va bien? Alors j'ai un business plan, mais on va dire qui en fait change trop tout le temps. Donc ce que j'aime faire, c'est plus justement redéfinir un peu la stratégie chaque semestre, tous les trimestres, pardon. Donc tous les trimestres, je vois en fait la stratégie, un peu comment ça évolue. D'accord. Mais c'est quand même important, de définir des objectifs, même pour l'équipe, parce qu'ils veulent voir un peu quelle direction on va, c'est quoi les objectifs. Et comme ça, ils sont vraiment plus impliqués aussi dans la stratégie. Surtout qu'on sait que c'est très important en Chine pour les employés chinois de pouvoir se projeter, parce que sinon, on sait qu'il y a un turnover qui est assez important, les gens peuvent partir assez facilement. Et on se rend compte aussi qu'on arrive à un moment où c'est pas forcément le salaire qui garde les gens, mais c'est vraiment la vision de pouvoir s'impliquer, se projeter, se dire voilà où on sera dans un an ou deux. Et ça c'est important. Ça c'est un travail, pour t'avouer, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que tu fais. Dans les entrepreneurs que j'ai autour de moi, je pense que beaucoup trop ont la tête dans le guidon. Moi-même, je me dis de temps en temps, j'aimerais me prendre du temps et être capable d'essayer d'aligner un petit peu ce que j'aimerais faire et où je veux aller. Et en fait, je m'inclus dans ce groupe-là où je pense qu'on n'est pas très bon. Donc toi, tu as réussi à prendre un peu de temps comme ça. Il y a quelques semaines... Et ça, je l'ai fait comme après avoir participé à l'accélérateur de IO. Ah, d'accord. Parce qu'avant, c'est pareil, c'était juste, je prends les projets à droite à gauche. Et en fait, il t'explique vraiment que, tu vois, pour que ton business soit scalable, il faut quand même que tu aies une stratégie très claire. Tout est lié. On t'a donné une méthode, en fait? Tu as une méthode que tu as appliquée? On a une méthode, mais j'étais quand même pendant 1 an dans l'accélérateur, donc tu discutes avec pas mal de mentors, avec des gens qui ont plus d'expérience, tu fais des journées de learning, donc en fait ça rentre petit à petit. Et après, ils te donnent une méthode qu'il faut quand même appliquer, tu vois, c'est ça, c'est comme tout, on te donne la méthode, si tu l'appliques pas, ça sert à rien. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça t'a donné pas mal de choses, ça m'a donné pas mal d'outils. Et c'est vrai que des fois, quand je suis trop dans mon truc, je me dis ah non, il faut que je me recentre, la stratégie, parce que si je le fais pas, personne ne le fait. Tu vois, c'est l'entrepreneur qui doit le faire, c'est pas. Et alors justement, là, c'est plus pour moi. Comment tu fais ça? Est-ce que tu le fais dans ton bureau? Est-ce que tu le fais dans un café? Est-ce que tu le fais chez toi? Est-ce que tu te mets dans un environnement où justement tu es loin du quotidien, tu vois? Des fois je me dis tiens, j'aimerais partir justement à Bali, on va dire, et me poser et me dire là je me prends 2 jours et je bosse que là-dessus, tu vois. Ouais. Chez moi ou quand je suis à Bali,
Ouais. C'est vrai qu'au bureau, je peux pas, comme en fait on est dans un open space, je suis interrompue tout le temps. Oui, c'est le quotidien après qui te rattrape. Voilà, c'est impossible. Il faut vraiment que tu sois dans ton truc tout seul et que tu sois à fond dessus. Donc c'est vrai que souvent quand je vais à Bali, ça aide beaucoup parce que je suis là, il n'y a personne pour me déranger. Comment tu continues à apprendre, à t'améliorer? Tu lis beaucoup, comment tu fais aujourd'hui? Je lis beaucoup, donc j'aime beaucoup lire, tu vois, un peu les business books. Bien sûr. Je regarde aussi pas mal d'articles sur Internet. Je discute aussi avec d'autres personnes. Tu apprends beaucoup avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience, justement. Donc des personnes qui ont différents types de business ou qui ont eu des expériences différentes. C'est un retour qu'on me fait, ça c'est marrant par rapport au podcast. En fait, beaucoup de gens me disent, beaucoup pour le coup, me disent, ce qui est intéressant en fait, c'est que moi je suis toujours dans mon métier de machin, dans l'automobile ou dans le digital ou je sais pas quoi, et en fait, de pouvoir parler à des gens qui sont dans des domaines très différents, ou d'écouter en fait l'histoire de gens comme toi, par exemple, d'entrepreneurs comme toi, en fait, ça ouvre la porte à pas mal de gens parce que, alors, je sais pas toi, mais beaucoup de gens en fait n'ont pas la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de monde dans leur métier. Ils sont toujours autour de gens qui parlent toujours de la même chose, tu vois. Et finalement, moi, avec ce que je fais, je touche à des métiers très différents les uns des autres. Donc je suis plus proche de ça. Mais encore, il y a plein de métiers que je touche pas, tu vois, dans l'industrie lourde ou quoi. Et justement, en fait, ils disaient que les podcasts qu'on faisait pouvaient permettre d'écouter l'histoire de gens complètement différents. Et jamais ils auraient peut-être écouté ton histoire, tu vois. Et là, je pense pas que beaucoup de personnes soient dans le wedding planning. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui si tu veux, ce qui est intéressant en fait, c'est que il y a pas, en fait c'est ça. Je pense qu'il y a très peu de mauvaises idées malgré ce qu'on croit. Il y a toujours une idée à partir du moment où il y a un marché. Et toi, il y a un marché, t'as identifié un besoin, tu t'es mis à fond dessus, d'accord. C'était peut-être pas ce que tu voulais faire au début, c'était peut-être pas la meilleure des choses que tu aurais espéré pour toi ou quoi que ce soit, mais boum, tu as identifié un marché, tu t'es mis à fond, ça marche, les gens sont contents. Tu as réussi aussi à identifier tes métriques, c'est-à-dire comment tu mesures la qualité de ton travail aujourd'hui? Comment tu mesures la qualité de ton travail? Qu'est-ce qui va faire que tu vas dire on a bien travaillé? C'est pas forcément le chiffre d'affaires, tu vois, c'est pas forcément ça. Et toi, c'est vrai, on a des métriques différentes. Toi, tu as des métriques complètement différentes. Et heureusement, parce que au début, le chiffre d'affaires, c'est pas ça, tu vois. Donc, ça peut pas être ça. C'est ce que moi j'appelle des fois les vanity metrics, en fait. Donc, c'est les vanity numbers, c'est en fait tous ces chiffres qui veulent rien dire pour tout le monde, mais toi, ça te fait plaisir quand même. Tu vois, ça a progressé d'une semaine à l'autre. Puis après, quand tu deviens un petit peu plus mûr dans ton business, tu regardes plus tellement les vanity numbers, mais tu regardes un peu le reste. Mais là, c'est pour ça que je pense que il y a plein de gens qui ont peut-être envie de faire quelque chose, qui ont des idées, mais qui disent non, c'est pas assez bien, ou non, c'est pas assez tech. Aujourd'hui, il faut que tout soit tech, tu vois. Toi, tu as fait quelque chose qui est je vais pas dire le plus vieux métier du monde, mais quasiment, tu vois, c'est très, tu sais, l'organisation d'événements, de mariage, c'est quelque chose qui existe depuis quand même toujours, et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui deviendra très tech demain, mais comme quoi tu peux le faire, et tu l'as très bien fait de cette presse. Ouais. Félicitations Cyrielle, c'est hyper intéressant de passer un peu de temps avec toi. J'espère qu'on se reparle dans 2 ans pour parler de tout ça à Bali. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez-moi des commentaires et abonnez-vous sur iTunes ou sur SoundCloud. Partagez sur LinkedIn, Facebook et toutes les autres plateformes, ce qui permettra à votre entourage aussi d'apprendre de l'expérience de tous ces entrepreneurs que j'ai pu inviter sur Backstage. Et grâce à ça aussi, ça va me permettre d'aller en chercher d'autres avec d'autres profils et d'autres expériences. Je compte sur vous, il n'y a pas d'autre manière pour faire grandir ce podcast, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.